C'est vrai. Oui, moi j'aurais voulu sur cette question parce que moi j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez voulu dépeindre de la femme africaine, de Sonia par exemple. Est-ce que c'est la femme victime, c'est la femme coupable ou la femme victime et coupable? Parce qu'il y a des cas où les victimes deviennent coupables pour n'avoir pas réagi à temps ou pour n'avoir pas parlé. Mais il ne faudrait pas que... Je pense qu'il faudrait quand même que les victimes restent victimes aussi. Alors, d'où ma question. Femme victime, femme coupable ou femme victime et coupable? Je crois qu'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est ancré dedans, c'est que Sonia, ce que je disais tout à l'heure dans son interview, Sonia est de ces rares personnes qui ont enchaîné l'adolescence ou la vie d'adolescente et la vie conjugale. Souvent, en général, on arrive vers 20 ans, 25 ans, il y a une phase où on fait des expériences, des échecs, etc., avant de retrouver, disons, la bonne personne. Ça peut aller proche de la trentaine. Et puis, Sonia a connu son ex-mari au lycée. Et ça a été d'emblée, c'était le premier homme peut-être même qu'elle a connu. C'est pas dit, mais c'est ça. Elle l'a connu au lycée et très vite, donc ils sont ensemble, ils ont fait 2 enfants. Et à 32 ans, elle a déjà 10 ans de vie conjugale derrière. À 32 ans, d'autres commencent à 32 ans. Et elle a déjà ça, elle est déjà vétérane, je ne sais pas comment on dit, quelque part. Et donc, il y avait quelque chose, elle le dit même à un moment donné, elle dit, mon mariage me protégeait. Oui. Elle dit ça quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a des elle rumine, hein, vous savez, c'est quand même pas facile ce qu'elle vit. Donc, c'est pour répondre un peu aux questions de victime. Elle rumine tout ça, elle suppose, elle-même, elle tente de cette histoire de savoir si ce n'est pas un coup monté, c'est aussi une rumination. Elle s'interroge, elle ne sait pas par quel bout prendre cette affaire. Donc, elle a 10 ans, c'est beaucoup déjà, 2 enfants. Et sa maman d'ailleurs lui dit, donc quelque chose un peu dans cet esprit-là, de vivre, etc. Et qu'est-ce que, je ne sais pas, elle découvre quelque chose qu'elle n'a pas connu, que d'autres connaissent à 20, 25 ans, c'est-à-dire d'être séduisante, mais pas, quand on est marié, on séduit, ça va pas forcément plus loin. Mais lorsque on est plus jeune et qu'on est libre, évidemment, la séduction peut aller plus loin. Et c'est ce qu'elle découvre à 32 ans, à retardement, en quelque sorte. Et ça peut expliquer un peu l'impression qu'on a qu'elle n'est pas nette. C'est simplement qu'elle découvre quelque chose de neuf. C'est-à-dire, il y a ça, quoi. En fait, elle est à la fois claire qu'elle veut quelque chose de, je sais pas moi, l'idéal un peu, de quelque chose de propre, manger propre, comme elle le dit. Mais en même temps aussi, il y a le côté, le jeu, la chose est plaisante et agréable d'être courtisé, d'être comme ça, tous ces hommes qui lui tournent autour. Il y a ce côté sans doute aussi, je ne sais pas. Je l'explique, hein, je n'ai pas d'explication moi-même. J'essaie de me comprendre un peu. Je sais pas. J'ai une question qui ferait écho à la question d'Agnès sur l'ampleur du problème. Oui. Ce serait la question de la réception du roman qui, peut-être, si on n'a pas une idée chiffrée de l'ampleur du phénomène du harcèlement en Afrique, peut-être la manière dont votre roman a été reçu par les femmes togolaises et les hommes togolais, si vous avez eu des échos, nous donnerait une indication de l'ampleur, ou la manière dont le problème appréhendé. Est-ce que vous avez eu des échos de comment il a été reçu? J'ai eu beaucoup. Là, c'est maintenant que le roman peu à peu arrive, parce que je ne souhaite pas l'envoyer ou je ne sais pas aller par la poste. Mais il y a eu, par exemple,
J'ai vu des échos de plusieurs personnes. L'autre jour au téléphone, il y a une libraire, je dirais togolaise, mais en fait elle est née en Afrique, elle est française, mais elle est née en Afrique, on dit, elle est vraiment... Et elle est catégoriquement contre Sonia, en ce sens qu'elle disait que la vénalité des filles est une chose très connue, que évidemment, etc. Ça n'a rien à voir, elle est vraiment africaine, quoi. Elle est dans le contexte, elle connaît, elle connaît même le Togo plus que moi. Quand je vais au Togo, c'est elle-même qui me briefe même sur la réalité. Donc elle, par exemple, il y a d'autres gens qui ne sont pas en Afrique qui au contraire étaient très favorables aussi à quelqu'un comme Sonia, que sa réaction finale, il y en a une qui m'a dit que cette réaction finale venge toutes les femmes. Bon, alors je sais pas trop, j'avais pas vu ça comme ça, mais on ne peut pas trop en dire non plus. Mais il y a des choses comme cela. Bon, beaucoup de contacts, celles qui m'ont réellement informé. Parce que j'ai quand même beaucoup posé des questions. Cette histoire d'argent, concrètement, c'est de la réalité. Hein. Les bons d'essence, tout ça, et sans doute même plus. Mais ça, c'est des réalités. Je ne peux pas me permettre d'énoncer des choses pareilles sans vérifier. Et celles-là, c'est maintenant qu'elles reçoivent cette semaine, quoi, qu'elles ont reçu le livre. Et donc, j'attends de voir un peu ce qu'elles penseront de cela. J'ai raconté l'histoire parfois aussi. Et quand j'étais au Lomé après, et régulièrement, d'après ce qu'elle disait, elle n'était pas aussi tranchée. Je crois que c'est complexe. Je ne sais pas comment vous dire. Hein. C'est complexe cette affaire. Oui. Alors, moi, j'aurais aimé vous poser une question, celle de savoir si, quand vous avez écrit ce livre, l'idée première, c'était vraiment de parler du harcèlement sexuel. Parce que, personnellement, quand je l'ai lu la toute première fois, je n'ai pas forcément vu sous cet angle. Ça, c'est suspect, ça. Ça, c'est intéressant. Oui, ça voudrait dire que... Pourquoi ? Parce que Jean Aka, moi, je ne le vois pas vraiment comme un personnage odieux. Ah. Parce que... oui. Pourquoi ? Parce que je pense que nous évoluons dans un contexte où les gens sont prêts à tout pour obtenir ce qu'ils veulent. Et c'est un monsieur qui est amoureux et qui déploie tout ce qu'il a en jeu pour obtenir une femme. Et on a une femme en face qui a la possibilité de dire non, de refuser, mais qui se prête quand même au jeu parce que sa situation économique n'est pas quand même déplorable. C'est une dame qui a une bonne situation, qui a des revenus. Donc, elle peut dire non. Et quelque part, son amoureux lui dit « tu aurais pu refuser ». Ça veut dire que quelque part, on peut avoir une autre lecture, de dire que Sonia, elle aurait pu refuser, elle aurait pu changer de ville, enfin, elle avait des alternatives, elle avait des choix. Mais... Elle aurait aussi pu se suicider, hein. Elle aurait pu faire beaucoup de choses. Bah oui. Mais non, en fait... Après, je sais pas. Pour éviter à Théo de répondre à cette question, je vais plutôt demander à d'autres lectrices de nous dire si, pour elles aussi, comme ça, ce Jean Aka... Hein, c'est un gentil, enfin pas un gentil, je ne vais pas déformer un passionné, je m'en excuse. Un passionné. Tout simplement un amoureux qui met les moyens. Ses grands et gros moyens sur la table. Hein, pour séduire. Je peux dire ça comme ça, pour séduire la femme qu'il est. Ça va au-delà de la séduction. Voilà. Je pense que ça va au-delà. Conquérir, voilà. Conquérir. Alors, bien évidemment. Oui, donc par rapport à l'extrait que tu as choisi, où je pense qu'elle dit qu'elle va le laver de sa vie. Nettoyer. Mais en fait, c'est pas ce qu'elle fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que entre le questionnement qu'elle se fait à elle-même et son comportement, elle est contradictoire. Ouais. Et c'est ça qui perturbe aussi le lecteur ou la lectrice. Elle est où la contradiction ? Mais parce que justement en acceptant les cadeaux qui sont un petit peu excessifs, puisqu'il y a une montre de valeur, de l'argent mis comme ça, elle aurait pu être plus subtile dans la manière de refuser ou pas. Or là, il y a même, elle fait semblant que non, mais finalement, bon, après on la voit, elle porte la montre avec son amant, celui dont elle est amoureuse. Donc en fait, le drame, c'est qu'elle découvre l'amour, tendresse, sensuel, respectueux avec cet amant de passage qui va repartir chez lui, le narrateur. Et finalement, c'est vrai que
elle met pas de limite aussi. Mais qu'est-ce qui est, Alors, est-ce que... qu'est-ce qui est dérangeant dans ces cadeaux-là? Est-ce que c'est l'ampleur du cadeau, c'est-à-dire que là il offre de l'argent, des bijoux? Non, Ou bien, c'est-à-dire si que... je reçois par exemple, je suis chez moi, il y a quelqu'un qui sonne, m'apporte un bouquet de fleurs, envoyé par un homme. Est-ce que le fait la même chose. alors j'accepte ce bouquet de fleurs, est-ce que ça signifie que c'est... Non, mais là c'est quand même une montre, c'est pas C'est l'ampleur, c'est pas l'ampleur un du oiseau. Puis-je rebondir justement sur ça, sur l'ampleur du cadeau, etc. Nous avons parlé de la dimension du don en Afrique, qui parfois peut être différente et où on n'attend pas forcément toujours quelque chose en retour avec ce don. Il y a, le rapport à la réciprocité n'est pas forcément le même. Moi, je trouve ici que ce qui peut être aussi interrogé, c'est le rapport à l'identité mâle, en quelque sorte. Bien sûr, d'un côté, on a le mâle plutôt européanisé qui comme Énéas, très intéressant, pourrait être plus poétique. Énéas est un poète, c'est assez parlant. Et de l'autre côté, on peut penser par exemple à une masculinité différente. Je pense au mâle zoulou, par exemple, qui, quand il danse, doit frapper le sol et le sol doit trembler, un mâle qui doit conquérir, montrer qu'il est le plus fort. D'accord? Ça aussi, c'est une dimension culturelle. Questionner ce que c'est que d'être un homme en Afrique. Lorsqu'on voit Aka qui est capable de faire kidnapper Énéas, de montrer sa puissance une dernière fois à Sonia pour la faire craquer, on va se dire soit il est bête, si on est une femme européenne ou européanisée dans notre pensée, on se dit évidemment il va la faire fuir, soit il a une autre conception de ce qu'est être un homme fort. Et ça, c'est là peut-être que se situe le débat. Et dans la réception de la femme maintenant? Ah oui, mais là, on est dans un tout autre débat. La réception de la femme, c'est revenir à cette question du choix et de l'acceptation de ce mal fort ou du rejet de ce mal fort. On peut être aussi dans une dimension culturelle aussi. Est-ce que la femme africaine traditionnelle attend les mêmes choses d'un homme que la femme européenne? Sans caricaturer, on peut poser la question, c'est sûr. Tous les autres. Il y a aussi les autres qui ne veulent pas. Le monopoliste. Il y a- Il y a Edwige. Qui se cache. J'aimerais bien savoir. Oui, on écoute Nadine en attendant les autres. Ouais. Ah oui, d'accord. Alors, je vais revenir sur ce Jean Aka, qui pour moi Qui nous intrigue. n'est absolument pas gentil. Parce qu'on ne peut pas justifier ses actes par le comportement de Sonia. Sonia peut bien faire ce qu'elle veut, mais lui n'a pas le droit d'user de son pouvoir pour l'emprisonner. Il fait d'elle une prisonnière, il la harcèle, il la maltraite, il la malmène, il attaque ce que Sonia aime pour l'atteindre encore plus. Moi, je pense que on doit pouvoir faire la part des choses. Absolument. Absolument. C'est ce qu'il y a lieu de faire. On ne peut que poser des questions, mais exactement. Donc, parce que par exemple, dans la page 19, il dit et voilà Kaka, comme le diable, lui tombe dessus avec un autre bon gros panier de tourments, comme s'il était de mèche avec son mari. Et en plus, à la page 120, il veut la marquer comme un animal. Moi, je trouve que c'est trop fort. Absolument. C'est une violence psychologique. Oui. Après, maintenant. Le harcèlement sexuel, mais plus un jeu de manipulation entre les personnages. Alors, voilà, ce serait plus juste. moi, je suis aussi partie dans ce sens de me dire qu'on voit qu'il exerce une certaine pression psychologique sur elle. Parce que, voilà, la séquence où il fait arrêter son amoureux. Et puis, moi, je vais plus loin en me disant que, allons sur la notion du don. Quand on reçoit d'une personne qui est désintéressée, c'est une chose. Mais si on sait que cet homme il est intéressé, il est prêt à tout, et qu'il donne, il continue à offrir, et puis ce ne sont pas des cadeaux banals, ce sont des cadeaux qui ont une certaine valeur. Quelque part, quand on les accepte, on se compromet, dans ce sens que on sait que c'est une personne qui, en fait, elle se fait acheter en quelque sorte.
Parce Mais que ça, quand c'est- tu acceptes un cadeau, tu te sens redevable. Ça t'engage à quelque part. C'est vrai que pour moi, Sonia, c'est un personnage très mitigé. Moi, je vois tous les dérapages qui peuvent justement survenir dans une situation où justement on a une définition assez flottante de ce qu'est être un mâle respectable, ce que c'est qu'être une fille bien, etc. Donc là, on voit vraiment comment les choses peuvent tourner mal dans un contexte ambigu. J'ai quand même une question par rapport à tout ça. C'est que moi, je suis restée très femme et très féminine. Hein. Est-ce que... Mais on peut encore se faire courtiser, non, sur cette terre, ou bien Est-ce que c'est encore possible À Hollywood. qu'un homme mais c'est vrai, est-ce que c'est encore possible qu'un homme nous fasse la cour, qui nous donne des cadeaux, et qu'à un moment, on a quand même la possibilité de dire non? Je ne comprends pas cette chose qui fait qu'à partir du moment où on vous a offert un cadeau et vous l'avez accepté, vous êtes redevable. Non, mais c'est pas un cadeau. C'est un autre cadeau. Un autre cadeau. Est-ce que le fait, alors la question c'est, est-ce que le fait, elle aurait refusé ce cadeau, vous pensez que ça aurait changé le sens du roman? Oui. Bah, peut-être Ça aurait pu donner peut-être d'autres qu'on idées. devrait poser la question aux membres du public qui pourraient bien nous éclairer, sinon... C'est leur donner envie de lire les livres. Je vois qu'il y a tout le monde, pas mal de gens qui détestent Aka. Alors moi, je juge personne. Je déteste personne. Tant mieux. Parce que je me suis posé la question et je me suis dit, aussi pareil au début, Aka, voilà, il veut l'acheter, je me suis dit. Là, je me suis posé la question de me dire, mais est-ce que c'était une... Enfin, bon, il a le pouvoir, ça on l'a compris, c'est une personne de pouvoir, donc il a... Qu'est-ce qu'il dirige déjà, le truc de surveillance, renseignements, de renseignement, voilà. Je me suis dit, mais si c'était une personne qui n'est pas dirigeant, et qui arrive vers Sonia, on relit la même histoire, et qui lui dit, je t'offre, je sais pas, ma ferme, toutes mes vaches, tout ce qu'il a. Enfin, au final, Aka offre ce qu'il a. Donc, comme on disait avant, c'est le don. Donc, si c'était un autre homme qui offrait sa ferme, ses poules, ses vaches, est-ce qu'on aurait pensé pareil de lui, dire, ah non, mais c'est un... Enfin, déjà, c'est un connard, Je me suis questionnée en me disant, est-ce que j'aurais pensé ça? Non, j'aurais peut-être pas pensé ça. Donc, je pense que c'est aussi le fait qu'on sache que c'est un homme de pouvoir. Que directement il y a le jugement puis qui vient puis on se dit ah, attention, enfin moi c'est la lecture que j'en ai fait. Après c'est vrai que je vous avais pas, enfin j'ai déjà parlé aux dames qui sont là, il y a une phrase qui est revenue 3 fois sauf erreur dans le livre, donc j'ai envie de la lire. C'est donc la première fois c'est les hommes d'Aka justement qui ont enlevé Énéas et qui lui disent ne t'obstine pas à vouloir éjaculer aux mêmes endroits que ceux qui dirigent dans ce pays. Mais dans la phrase, enfin, ça m'a révoltée, je me suis dit waouh. C'est vrai parce on parle d'un endroit, pas d'une femme. Exactement. On parle d'éjaculer et on dit des hommes qui commandent dans ce pays. Donc il y a clairement un rapport de pouvoir. Mais là j'ai l'impression que le rapport de pouvoir, enfin moi je l'ai vu comme ça. Ça se joue entre Aka et Énéas, entre les hommes plutôt qu'avec la femme. Enfin, moi, c'est la lecture que j'en ai faite. Et après, voilà, la question que j'ai à poser à l'auteur, j'ai aussi une question, c'est de savoir s'il joue, s'il a aussi, si c'est pas votre but en fait d'avoir voulu jouer sur chaque fois sur cette ambiguïté. Parce que je trouve qu'on voit souvent, par rapport à la manière de voir la femme, Aka parle d'éjaculation. Donc moi, la première chose que je me dis, c'est waouh, éjaculation, comme je l'ai dit avant. Alors que moi, je vois la femme plus comme un temple, donc je me suis dit, mais pourquoi on ne serait pas contemplé? Puis au fil de l'histoire, je suis arrivée à la page 123, où je vois que le mot contempler est apparu. Cette fois, c'est Énéas qui l'utilise donc, quand il parle Laisse-moi te à contempler. Sonia, il lui dit, laisse-moi te contempler. Donc il y a ça, et après plus tard, alors je sais plus la page, c'est la 134, où citer Victor Hugo. Ouais. Et du coup, ma question se finira là. Je vais juste lire ce paragraphe. Tout être est sa propre balance, a dit Victor Hugo. On choisit d'être étincelle ou éclaboussure, Hugo encore. C'est donc dans la volonté que réside la clé. Lumière ou fange, archange ou vol d'aigle ou bandit. Hugo toujours.
Donc est-ce que c'est le but de créer un débat? En l'écrivant, vous avez dit tiens, je vais pas être clair, je vais montrer les deux facettes de chaque personnage ou C'est pas possible, on peut pas réussir, on peut pas décider ça comme ça, de dire d'être ambigu. En fait, réellement, sincèrement, quand on écrit un roman, il faudrait que la chose existe, qui vous dépasse, en fait, que vous ne contrôliez pas les personnages. Et en l'occurrence, ce qui était à mon esprit, c'était la scène du début. Quand Énéas vient voir Sonia et qu'ensuite ils sont dans la voiture. Après, les choses se sont développées en fait en quelque sorte toutes seules. Donc je n'ai pas ce que vous entendez dire et ce que j'entends en fait finalement tout à l'heure avant même cette séance me réjouit parce que ça veut dire en fait quelque part que je réussis un peu ce roman dans la mesure où ces êtres dans leur ambiguïté, parce que tout le monde, nous sommes plus ou moins dans nos ambiguïtés, hein, l'être humain est multiple. Et il se trouve que ces personnages sont aussi comme multiples. Moi, je n'ai pas vraiment du tout fait exprès. Sans doute que si je l'avais voulu, j'aurais fait des personnages bien... voilà, c'est ça qui est plus possible. C'est difficile. Et donc, quand on les laisse, eh bien, ils se développent. Et voilà, je ne sais pas, ce que vous dites, ce que vous venez de dire là sur que c'est plutôt une lutte entre deux hommes, deux mâles, enfin oui, ça c'est... Moi je n'ai pas pensé à ça, mais effectivement oui, ça ressort, ça existe dans le roman. Et tout ça n'était pas dans mon... Et le problème de la corruption, c'est qu'on ne sait pas bien, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il y a le côté, il y a la culture, il y a tout ça, quoi. C'est-à-dire que ce qu'on donne, c'est à la fois gratuit et ça engage. C'est ce que dans le contexte africain, c'est-à-dire qu'on offre, c'est normal, c'est ce qu'on fait à la fois, c'est l'acte pour séduire. Moi, je ne sais pas, comme ailleurs, je ne sais pas, ou autrefois, dans les temps primitifs, on donnait autre chose. C'est à la fois, c'est ça qui est bizarre, c'est gratuit, ça ne dit pas forcément que tout de suite après, vous devez vous exécuter ou faire quelque chose. Mais en même temps aussi, peut-être qu'entre le moment où on vous donne et le moment où vous recevez, il y a l'engagement qui naît, peut-être aussi. Mais la personne qui vous donne n'est pas forcément, ne s'attend pas forcément à ce que ça ait un résultat efficace, si je puis dire. Je sais pas forcément un résultat négatif. Enfin, parce que non plus, voilà. On peut le voir comme voilà. Tous ces hommes qui veulent je sais pas. prendre un objet. Ou alors, oui. Moi, je trouve que la femme aussi dans le roman, alors moi je suis pas africaine, mais oui. Je suis une femme. Donc du coup je me suis dit, des fois à des moments je me dis purée, mais... mince, quoi, on n'est pas qu'un objet qu'on veut attraper, mettre en cage. Puis en même temps, on peut le voir, peut-être c'est... Bon, moi j'habite en Suisse, mais je suis d'ailleurs aussi, plus au sud. Puis je me dis, chez moi, on le vit différemment aussi. On serait dit, waouh, ils sont prêts à tout pour cette femme. Pour être à ses côtés. Oui, parce que il y a les deux aussi, enfin justement, faut pas... Ce que je voulais... Je suis pas d'accord de dire que... Oui, ce que je voulais dire... Juste aussi par rapport à ce que vous disiez, par l'éjaculer, etc., l'endroit, etc., c'est quand même le langage, quoi. Il fallait aussi rester proche du langage type possible de ces personnages. Des gens capables d'aller kidnapper et de mettre quelqu'un dans la nature ne vont pas parler un langage gentil. Enfin, je veux dire, c'est un peu... je les imagine volontiers parler comme ça. Et c'est ça aussi qu'il fallait, j'allais dire, respecter la véracité de leur... Enfin, je sais pas. J'ai une question, mais avant cette question, j'ai un commentaire. Je trouve ça assez intéressant que depuis tout à l'heure, on s'est beaucoup concentré sur un des aspects de l'action d'Aka, qui est le cadeau, qui n'est pas du tout l'aspect que j'ai retenu, qui m'a frappé. Moi, c'est plutôt l'aspect, alors je vais pas dévoiler l'intrigue du roman, mais c'est vraiment l'aspect intrusion dans la vie privée, qui pour moi, que ce soit en Afrique, en Europe ou ailleurs, pour moi, je pense que c'est un tabou qui est universellement partagé. On ne s'introduit pas dans la vie privée intime. Et c'est vraiment pour moi cette ligne rouge que Aka franchit qui me le rendra jamais sympathique et qui fait que pour moi il n'y a pas de débat sur la considération qu'il a de Sonia et ses intentions. C'est parce qu'il a le pouvoir, mais même s'il l'avait pas, je pense que c'est quelqu'un qui se serait arrangé parce qu'il ne recule pas devant cela. Et je trouve ça intéressant en fait que cet aspect-là soit complètement passé à la trappe dans tous les débats qu'on a, c'est ce qu'elle aurait dû. Et ce que je trouve intéressant dans le roman, et c'est pour ça que je trouve que Sonia reste un personnage ambigu, c'est qu'elle le sait, qu'il s'est introduit dans sa vie privée, et que malgré cela, elle ne rompt pas tout dialogue, elle ne s'en offusque pas. Donc pour moi, Sonia reste quand même un personnage ambigu pour cet aspect-là, pas parce qu'elle accepte des cadeaux, mais parce qu'elle les accepte, sachant de qui il vient. Et d'ailleurs, on voit que cet aspect, parce que
je trouve ça intéressant, cette question du voyeurisme, parce que c'est aussi du voyeurisme. C'est une question qui revient aussi sur tous les débats du harcèlement, dans le sens où on peut harceler quelqu'un. Le harcèlement, c'est aussi, ne passe pas forcément par le contact avec la personne. Harceler quelqu'un, c'est aussi se poster devant sa maison, la regarder se déshabiller sans même qu'elle le sache. Et on sera aussi considéré comme, au moment où on est au courant, on se sent harcelé alors qu'on n'a pas forcément été en contact. Donc il y a toutes ces questions-là que je trouve assez intéressantes. Mais d'ailleurs, la question du voyeurisme, c'est ce qui cause aussi le dénouement du roman. C'est il se retourne contre les personnages en question. C'est ça qui cause la fin assez grandiose que je trouve du roman. Moi, j'ai vraiment adoré. Maintenant, j'ai une question sur un autre personnage, entre guillemets, qui joue un grand rôle dans le roman. En fait, c'est l'histoire avec un grand H. J'ai beaucoup appris grâce à votre roman. C'est vrai que les personnes qui nous écoutent là maintenant auraient l'impression que c'est un roman qui ne se passe qu'au Togo d'aujourd'hui et entre 3-4 personnages. Mais en fait, non, on fait des bonds prodigieux au moyen de flashbacks qui sont furtifs, mais qui sont nombreux et très efficaces, en fait, et qui nous font plonger dans le passé douloureux du Togo et qui nous apprennent vraiment des choses. Moi, j'ai pris beaucoup de notes, des noms, des lieux. Je me suis dit, tiens, ça, c'est à creuser. Et qui me fait donc penser que c'est pas, bien sûr, le fruit du hasard. Vous avez aussi voulu nous dire quelque chose à travers l'histoire avec un grand H du Togo et de l'Afrique en général, parce qu'à travers l'histoire du Togo, vous nous parlez aussi de l'Afrique, de mystère, le passé, l'esclavage. Et moi, je me demandais, à votre avis, quel est le rôle de l'histoire avec un grand H dans la situation des femmes que vous décrivez aujourd'hui? Est-ce qu'à votre avis, cette histoire, ce passé du Togo, de l'Afrique, joue un rôle dans la situation dans laquelle les femmes se trouvent aujourd'hui, situation que vous décrivez, qu'on l'appelle comme on veut, mais qui est une situation particulière et qui n'est pas née du hasard, qui n'est pas forcément née de la méchanceté de gens comme Aka, mais qui a peut-être des racines plus profondes. Oui, je reste convaincu que l'Afrique, il y a beaucoup de violence. Nous héritons de beaucoup de violence de l'histoire. C'est fou. Quelqu'un a parlé de flou tout à l'heure. C'est-à-dire que tout ce dont nous sommes en train de parler, en réalité, nous parlons de... Mais on ne sait pas très bien, parce que c'est flou. Parce que est-ce que ça l'engage dedans? Est-ce qu'elle dit oui, elle dit non? C'est tout simplement parce que c'est flou. La morale, les choses ne sont pas évidentes. Ne sont pas clairs. C'est pour ça que, voilà, parfois un peu ci, parfois un peu ça. Elle prend les cadeaux, mais c'est pas forcément qu'elle sent qu'elle n'est pas dans l'ambiguïté. En fait, peut-être que c'est l'histoire. C'est que l'Afrique, ça fait comme des siècles, nous sommes soumis à la violence. Et cette violence n'est jamais partie, parce que je le dis, parce que le personnage rappelle plusieurs fois sa mère. Et moi, à titre personnel, ma mère, qui a vécu sous la colonisation, je me souviens, et c'est pour vous dire comment on peut transmettre les choses, c'est-à-dire que les choses violentes qu'elle a pu subir, qu'elle a pu, en tant qu'enfant, qu'elle a pu voir, etc., et eh bien, ne serait-ce que mentalement, en quelque sorte, on le transmet aux enfants, etc. Et donc, ça peut être, même si vous n'avez pas vécu, vous recevez cet héritage-là. Et psychologiquement aussi, vous pouvez vous conformer en quelque sorte, d'être conditionné. Et donc, en réalité, les Africains que nous voyons aujourd'hui, nous portons en nous la violence précoloniale aussi. Mais quand je dis précoloniale, c'est la traite négrière, etc. Mais également, ça c'est dans un autre roman que j'ai écrit, c'est-à-dire les rois, la tyrannie, il y avait quand même des tyrannies. Quand je dis ça, par exemple, moi, de l'Afrique de l'Ouest, pour être concret, vous avez le royaume d'Abomey, qui était un royaume extrêmement belliqueux, violent, qui écumait toutes les régions, qui vraiment, comment dire ça, on attrapait les gens, et puis on en faisait des esclaves pour travailler, ou on en vendait d'autres, et d'autres étaient sacrifiés au vaudou. Donc c'est des choses, et les gens, vous allez au Bénin actuellement, et des gens qui vivent depuis des siècles, dans des trucs, sur des lacs, pas sur le terre, en fait. Ils ont construit des habitations comme ça, un peu sur pilotis, un peu, et ils vivent là-dessus. En fait, à l'origine, ils fuyaient. Ils fuyaient les soldats du roi d'Abomey, qui étaient... eux, ils avaient peur de l'eau, parce qu'ils avaient des croyances que c'était dangereux. Et donc, c'était le seul endroit où ils pouvaient se réfugier. Et il y a ça, donc, tout ça aussi. Il y a des violences de la nature,
il y a, je ne sais pas en Afrique centrale, mais en Afrique de l'Ouest, les moustiques, ça vous paraît banal, mais c'est extrêmement violent. Des gens ne dormaient pas la nuit. C'est-à-dire que les gens, dans les régions du Togo, du Togo, les gens ont créé des sortes de rites où ils devaient sans cesse danser la nuit, toute la nuit, parce qu'en réalité, ils ne pouvaient pas être en paix dans les cases, parce qu'il y avait des moustiques à des périodes données. Et comme ils ne comprenaient pas ce qui faisait qu'il y avait à des périodes données tant de moustiques et pas à d'autres, ils mettaient ça sur les croyances des dieux, etc. J'ai lu, il y a un historien béninois qui a fait vraiment un travail fantastique là-dessus, qui s'appelle Félix Hiroko. Et donc, tout ça est une somme de violence, pas possible, qui fait que la réalité actuelle, je ne sais pas, on prend comme ça, mais quand on écrit un roman, après, on a l'impression qu'on n'a pas encore bien cerné quoi, toute la violence que moi, que je perçois, quand je suis donc vraiment dans Ténèbres à midi, c'est ce que j'ai même décrit, c'est par rapport à ce royaume du Bénin, à tout ça, cette réalité-là, et mettre à jour quoi, c'est diffus, ça existe en nous, et c'est héroïque, c'est extraordinaire même d'ailleurs qu'on puisse ne pas être sans cesse de s'entretuer comme pas possible, parce qu'il y a ça qui est là. Et puis la colonisation est une énorme violence inouïe qui a marqué des gens. Et puis après la colonisation, vous avez vu toutes les périodes de colonisation, toutes les violences qu'il y a eu, et puis les dictatures. Donc tout ça est là. Je ne sais pas si ces personnages sont, je ne sais pas, tout à l'heure vous avez tenté une explication culturelle, ça c'est vraiment une bonne piste, et puis d'autres quoi. Mais il est impossible peut-être qu'en Europe, peut-être que les romanciers peuvent imaginer, concevoir les choses avec un peu de clarté. C'est possible. Mais pour l'Afrique, un bon roman et les personnages ça doit pouvoir, j'allais dire ambigu, mais pas volontairement. Mais je ne sais pas si je réponds à la question, hein, sinon vous pouvez me la reposer. Mais je vois, il y a une somme de violence. Moi, c'est comme ça mon imaginaire de l'Afrique. Pourtant, j'ai vécu en Afrique. Je vous l'ai dit, par exemple, un exemple pour vous donner. J'étais gamin, j'ai vécu enfant en Centrafrique. C'est sous Bokassa. Bon, je vous donne juste une anecdote. Encore que mon père travaillait dans les affaires, et du jour au lendemain, j'étais dans une école protestante tenue par des Suisses. Hein. J'ai été éduqué, toute l'école chrétienne, c'est avec des Suisses, des pasteurs qui sont venus et qui nous ont pris, etc. Et il y avait l'enfant du sous-préfet qui était là avec moi et qui était déposé à l'école en voiture, officielle. Et du jour au lendemain, parce que son oncle, le frère de son père, a tenté un coup d'État, ou je ne sais pas, vrai ou faux, je ne sais pas, a été arrêté à Bangui. Et du jour au lendemain, l'enfant, c'est-à-dire que son père disparaît, et il est laissé à la rue. Je ne sais pas si vous voyez, on avait quoi, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et il venait manger à la maison chez mes parents savent, ma mère, les adultes savent ce qui se passe. Mais nous, on ne sait pas ce qui s'est passé. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi cet enfant qui venait avec un chauffeur déposé à l'école, qui du jour au lendemain se retrouve à la rue? Mais vraiment, et j'ai vécu, et le reste du temps, des années, je l'ai vu comme ça, errer dans les rues en mendiant de l'argent. Et une autre anecdote, juste, c'est que j'étais gamin en Vénérantie, c'est une chose sidérante. Il y avait un gars qui était du quartier comme un jeune homme, à l'époque, moi j'étais gamin, j'avais 5 ans, peut-être qu'il avait vraiment 17-18 ans, ça faisait déjà très adulte pour un enfant. Il faisait des petits larcins. Il est connu pour des petits trucs, il aide des gens au marché, et puis il porte des trucs pour les femmes, et puis de temps en temps, on se méfie de lui parce qu'il pickpocket et des choses comme ça. Puis un jour, il disparaît. Puis un jour, il revient. Il est revenu quand même. Il lui manque, je vous assure, c'est vrai, il lui manquait une oreille. Bokassa, à l'époque, punissait les gens en leur coupant les oreilles. Ça, j'étais enfant, et quand vous êtes... je ne sais pas si vous imaginez une tête avec une seule oreille. Je ne sais pas si vous imaginez ça. Et moi, j'ai vu ça. Vous voyez, et vous ne comprenez pas. Et puis, c'est ça aussi qui est peut-être particulier, c'est que les adultes ne vous expliquent pas. On ne vous dit pas vraiment ça. C'est ça aussi très africain, un peu, ça se noie un peu. Peut-être que les gens eux-mêmes sont terrifiés. Je ne sais pas, préfèrent ne pas trop. Et ça, comme l'écrivain qu'on est, vous avez ça, tout ça en vous. Tout à l'heure, je vous disais qu'on ne sait pas d'où ça vient, tout ce que vous voyez, d'où ça vient, tout ça. Et quand vous avez ça, bon, vous travaillez avec ça. Vous devez travailler avec ça. Et ça, c'est des choses qui voilà, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est le fond, c'est le fond de la chose et qu'il faut.
essayer sans cesse. C'est pour ça que le roman est une chose fantastique. Ça permet de creuser, de creuser pour essayer de mettre à jour, quoi. C'est pour ça que tout à l'heure tu as fait un remarque en disant voilà, peut-être il y a beaucoup de crimes, non, des meurtres, des choses comme ça, un peu fond. C'est peut-être ça aussi que voilà. En même temps aussi, c'est curieux. En même temps, j'ai vécu, l'Afrique, c'est le lieu de bonheur pour moi en fait, parce que précisément le hasard a voulu que pour ma famille. C'est le hasard. Hein. J'ai été dans un contexte, rapidement, mon père, à 25 ans, c'est-à-dire que mon père était dans le commerce. Avant, c'était les Européens, les Français qui avaient des maisons de distribution commerciale. La colonisation, l'indépendance arrive, les gens, apparemment, ils sont surpris, et ils avaient laissé des propriétés, ils sont partis, quoi, en fait. Et donc, on a dit, on va africaniser, et donc, maintenant, tout ça, les chefs, et tout ça, c'était aux Africains. Et on a pris des jeunes qui étaient là. On a formé, et mon père était parmi ces jeunes qu'on a pris à 25 ans pour remplacer les Européens et donc aussi de les loger dans leurs propriétés qui étaient des châteaux, comme ça, derrière, dans les allées d'acacia, au loin, comme ça. Et c'est là-dedans aussi mais c'est le hasard, moi je vis ça dedans. Mais en même temps, j'ai toutes ces autres violences. Et c'est le hasard qui a fait que, comme entre les gouttes, moi je passe, mais que d'autres, bien là, autour de moi, ne sont pas passés. Et donc il y a ça, il y a les deux. Je ne sais pas si j'ai pas envie de plomber un peu l'atmosphère. Non, ça ne plombe pas du tout, mais... Voilà. Mais j'aimerais quand même entendre un peu... Ah oui, non, bien sûr. Enfin, s'il y a quelque chose à dire, hein, sinon... Ah non, il y a beaucoup de choses à dire. Mais justement, en fait, on parlait de toutes les... Pour moi, j'ai ressenti vraiment toutes ces questions qui sont posées à travers le roman. Au-delà de l'histoire du livre, il y a énormément de questions sur la situation de l'Afrique aujourd'hui. Et pour avoir énormément voyagé et m'intéresser beaucoup aux cultures africaines, au contexte historique, etc., moi j'ai envie de dire, ma réflexion personnelle par rapport à cette situation, c'est jusqu'à quel point à chaque fois on se victimise et on se cantonne à ces violences qui sont réelles, qu'on doit minimiser ou quoi que ce soit, pour ne pas voir le reste du monde ou se comparer au reste du monde sans prendre en compte la particularité africaine, mais en essayant d'être comme les autres, mais alors qu'il y a des différences qui sont majeures. Par exemple, moi je me retrouve dans Sonia. Pourquoi ? Parce que je me suis retrouvée à peu près à 32 ans, séparée. Et ce qui lui arrive, je me suis sentie comme ça, comme un objet de désir, une convoitise, et puis c'est la guerre. C'est vraiment un état de guerre, on vous assiège. Et dans ce qu'on a évoqué, dans les commentaires, etc., il y a une situation nouvelle. Donc peut-être que Sonia, elle accepte les cadeaux, c'est la première fois qu'on lui fait ça, donc comment je réagis ? J'en sais rien. J'ai jamais eu ça puisqu'elle avait 22 ans, elle était déjà avec quelqu'un, elle a été effectivement protégée, elle n'a pas connu ces situations. Et c'est l'apprentissage de la vie en fait, on traverse des moments tout au long de la vie. Donc pour moi, je dirais que la situation, je la sens assez universelle. Donc ma question c'était vraiment quelle part d'universalité, quelle part d'africanité dans le roman ? Oui, moi je pense que je pars du principe que tout ce qui est humain est universel en fait. Hein. C'est-à-dire, il n'y a rien qui ne soit. Tout ce qui se passe, même Hitler est universel, si je puis dire. Si je peux oser. Et je pense qu'en réalité, on peut ne pas comprendre, on peut ne pas. Mais je crois qu'il y a. En fait, c'est la question de la liberté, c'est de l'autre, faire de l'autre ce qu'on souhaite qu'il soit, enfin qu'on veut. Je crois, il y a aussi une chose qui est quand même profondément ancrée dans mon esprit, c'est que, et c'est ça qui complique aussi la chose, c'est que les vies humaines se nourrissent des vies humaines. C'est-à-dire que nous nous nourrissons les uns des autres, positivement ou négativement. C'est ça, sans doute, la source de la joie, mais également de drame. Quand on est heureux en amour, c'est qu'on se nourrit de la vie de l'autre. C'est que la vie de l'autre vous nourrit, vous entre dans, vous satisfait, elle devient, j'allais dire, un produit qui vous épanouit. Mais également, ça peut être aussi négatif, quoi, je pense. Je pense qu'on ne sort pas de ça, qu'on se nourrit toujours. Et toute la question maintenant est de savoir, parce que finalement, même dans l'amour consenti, on est un peu, beaucoup
objet, c'est-à-dire que, voilà, c'est consenti, mais vous êtes à disposition de l'autre, vous faites ce qu'il veut, ou réciproquement, bien entendu. Mais toute la question de savoir dans quelle mesure on n'est pas trop seulement instrument, objet. Est-ce que, je ne sais pas, c'est une affaire complexe, mais je reste convaincu que c'est ça, les vies humaines se nourrissent. Sinon, de quoi voulez-vous qu'on se nourrisse? Qu'est-ce qui peut nous... Si l'enfant n'était pas sa mère, si sa mère ne le porte pas, enfin, je ne sais pas, on se nourrit. Si le père ne suit pas 100 € pour nourrir sa famille, je ne sais pas, c'est l'aliment premier. Si on essaie de voir les choses simplement. C'est comme ça la réalité, la vie. Alors maintenant, comment, sans doute, ouais, je ne sais pas. Et justement, ces hommes, ils profitent, pour moi, on en parlait au début du débat, pour moi, ces hommes qui peuvent se permettre ce genre de choses, avec les notes, avec des choses comme ça, ils profitent d'un moment de faiblesse dans la vie d'une autre personne, en l'occurrence d'une femme, parce que c'est pour faire ça. Ils ne vont pas le faire avec n'importe qui, avec toi Agnès. Pourquoi? Parce que à ces moments-là, tu n'as pas eu cette fragilité, soit par le contexte familial, l'entourage, enfin, la formation religieuse, etc. Qui fait que ça ne permet pas à l'autre d'exploiter cette faille-là, donc il va l'exploiter ailleurs. Mais ça implique que la personne en elle-même n'a pas cette... Enfin, quelle morale à cette personne? Je crois qu'il y a quelqu'un qui a répondu dans ce Facebook, intuition. On peut sentir, je crois qu'il y a quand même de la prédation dans cette affaire. Oui. On sent, on peut sentir la bonne proie, si je puis dire, la bonne fenêtre, la bonne... Je sais pas, moi, il y a ça. En l'occurrence, Sonia, c'est une femme forte, non? Oui. Journaliste, mère de 2 Mais enfants. on s'attaque quand même à elle. Femme forte, ça dépend. Moi, je pense que... Elle est fragile. Ah, elle est fragilisée par le divorce. Elle est Elle est une situation de fragilité, voilà. Je pense. Elle est aussi perdue. Oui. Oui, Enfin, personnellement, moi, je voulais intervenir plutôt sur cette espèce de métaphore filée, en fait, de l'animal, voilà, du morceau de viande. Enfin, moi, j'ai ressenti ça personnellement, c'est comme ça. Dès le début de la lecture du roman et jusqu'à la fin, limite, je me disais, je sais ce qui va se passer, parce qu'en fait, c'est l'espèce de réalité dans laquelle moi, j'ai grandi, en quelque sorte. Pour juste l'histoire à l'université, moi, j'entendais énormément d'histoires comme ça, en fait, avec les profs et mes camarades. Ce qui fait que moi, j'ai fait exprès pendant la première, enfin, la plus grosse partie de mes 3 années d'université à l'université Yaoundé 1, de m'habiller en garçon manqué. Enfin, vraiment, je faisais exprès de m'habiller en garçon manqué. Je portais des gros pantalons, des trucs, pour justement éviter, en fait, cette situation-là. Donc, souvent, quand on nous disait, OK, un tel, on t'attend dans le bureau, le prof t'attend dans son bureau, c'était, oh là là, il y a son matelas, donc c'est fini. Enfin, vraiment, on devait vraiment prendre des mesures, en fait, pour vraiment... Et donc, quand j'ai lu ce roman, j'ai compris, en plus, j'ai l'âge de Sonia, j'ai tellement compris, en fait, la situation dans laquelle Sonia se trouvait. À propos des cadeaux, enfin, c'est comme je disais aussi tout à l'heure, les cadeaux, limite, elle les a même pas acceptés. Enfin, elle lui a donné, il lui a dit, voici des cadeaux, point final. Enfin, voilà, il lui donnait même pas la possibilité d'accepter ou de refuser. C'était, voici des cadeaux, que tu le veuilles ou non, ils sont là. Donc, je me suis vraiment... C'est pas que Sonia elle-même, c'est un personnage très ambigu, tout ce qu'on veut, mais elle doit vivre cette ambiguïté-là pour survivre dans le milieu dans lequel elle se trouve. Donc, enfin, la fin toujours aussi grandiose, la métaphore filée qui va jusqu'à cette fin absolument magnifique aussi à mon avis. Moi, ma question, c'était vraiment à propos de la figure du narrateur. En fait, parce qu'on oscille beaucoup entre narration interne, point de vue omniscient, mais là, on a ce narrateur qui plusieurs fois en fait prend de la distance avec ce qui se passe. C'est vraiment, enfin plusieurs fois il dit nous rapportons fidèlement à 3 reprises, nous retournons vers Sonia, nous restons avec Énéas. Enfin, moi j'ai trouvé cette figure du narrateur en fait autant ambigu au final que les personnages dont il rapporte l'histoire. Enfin, c'est qui ce narrateur? Oui, c'est pas moi en tout cas.
Non, j'aime bien aussi quand j'écris, c'est vrai, j'aime bien ça. J'aime bien jouer un peu sur ce. Là, j'ai pas trop. Mais nous rapportons, c'est dans des situations, c'est un peu un clin d'œil, c'est un peu de l'ironie, dans des scènes érotiques, 2 fois, je crois, et une autre fois ailleurs. Dans des scènes un peu délicates, en quelque sorte, il se désengage c'est juste, oui, il joue un peu ça, mais bon, oui, il a l'air d'être. Enfin, ce narrateur, quelquefois, est-ce que le roman commence sur les pensées dans l'intériorité d'Énéas qui arrive et qui décrit cette situation. Et puis à un moment, on a l'incursion d'une voix externe. Et je me posais la question, mais ce type, c'est qui en fait? Cette dame, c'est qui? Ça pourrait être les deux. Donc je me disais, mais il y a quelque chose qui se passe. La narration à la voix intérieure, enfin la vie intérieure des personnages Énéas, Victor. Certaines fois, je n'étais pas très d'accord en fait qu'on s'attarde trop sur Énéas. Moi, je voulais revenir sur ce là. Je voulais sauter ces pas. Voilà. Mais voilà, donc ce narrateur, il m'a beaucoup intriguée, en tout cas moi personnellement, dans le roman, avec toutes les autres aspects bien sûr. Voilà. Ah oui. Peut-être alors question toute simple de savoir s'il y aurait une suite. Ah oui. Je suis un peu restée sur ma le risque, vous savez, le risque d'envisager une suite, c'est de penser est-ce que je pourrais parce que là il y avait pas, j'ai commencé comme ça spontanément. L'idée c'est de pouvoir quelque chose qui puisse être aussi équivalent, c'est ça qui fait donc il faut prendre vraiment le temps de réfléchir pour voir. Je vous assure que mon éditeur, avant même que ce ne soit avancé, il avait déjà suggéré ça. Il m'a suggéré de voir un peu une suite, voir un peu ce que ça peut donner, ce que ça peut devenir. Mais il faut réfléchir pour voir s'il y a des idées qui viennent ou pas. Donc c'est ça aussi il ne faut pas forcer, c'est parce que ça peut être inférieur ou ça peut ne pas être équivalent et donc décevant. Non seulement pour l'auteur mais pour le lecteur aussi ou l'électrice. J'avais 2 questions en fait. Déjà une question d'une amie sur Facebook qui voulait absolument que je vous demande pourquoi le titre du Liberté Sun, ce que ça signifie et pourquoi. Et puis l'autre question c'était pour mes amies lectrices, leur demander, mais on s'est beaucoup focalisé sur 2 personnages, Jean, Alka et puis Sonia, mais il y en a 3 autres. Qu'est-ce qui vous suggère? Voilà, on a ce grand prince qui vient du Canada et qui a le choix comme ça. Il prend cette femme, il prend l'autre, il rejette, voilà. C'est pas ça. Voilà. C'est Il a des ventailles devant lui, il goûte, là c'est une abeille, hein, il butine. Non, là c'est pas bon, Sonia, non. Donc j'ai essayé Apolline, là ça me convient mieux. Voilà, et puis il prend, il part, tout va bien. Alors pour le moment, lecture féministe. Là, je m'engage. Je sais pas, j'ai quand même voulu, c'est étonnant d'ailleurs parce qu'il y a 2 choses, il y a quand même la question du désir aussi chez l'homme, et qu'on n'a pas vraiment abordé, mais peut-être qu'on l'a fait. Mais il y a la question de l'amour, moi j'ai mis quand même là-dedans une histoire d'amour quand même, un peu, non, un conte de fées un peu, non, un peu. Mais l'histoire d'amour au départ, moi je suis tombée sur la renverse avec Apollina. Moi l'histoire d'amour dans ma tête c'est Sonia et Énéas. Bah oui. Alors moi j'ai eu du mal à accepter Apolline, moi je disais mais elle se bat dans le Mais c'est ça. Non, moi je l'ai trouvé très digne, Apolline, j'ai vraiment trouvé. Mais c'est la princesse, j'aime pas les princesses moi. Oh là là. Quand il parle d'Apolline, il dit à un moment tu as des rêves alors que tu habites dans un taudis, c'est admirable. Enfin, elle, moi je la trouve extrêmement admirable. Mais c'est Cendrillon, tout le monde admire Cendrillon, c'est qui n'a jamais rien fait de mal. J'aime beaucoup cette phrase que tu viens de choisir. Tu as des rêves alors que tu habites dans ce taudis. Moi, j'ai trouvé ça presque obséquieux, un peu hautain. Pourquoi on n'aurait pas des rêves quand on habite dans un taudis? Et Énéas, effectivement, avec une lecture féministe, peut sembler un peu... pas vraiment dans l'empathie ou dans le mal dominateur en fait qui choisit. Alors justement, je vais dire moi, quand je reparcours le livre, ça m'a vraiment questionné sur la place de la femme dans la société, parce que toutes les femmes pourraient se retrouver dans ce récit, qu'on soit mariée ou pas.
les femmes, elles subissent des harcèlements sexuels, pas seulement les femmes libres, même les femmes mariées ont souvent été victimes d'harcèlement sexuel. Et en fin de compte, on se retrouve avec une Sonia qui est un peu instrumentalisée entre Victor qui se permet quand même d'aller rencontrer Enéas pour parler d'elle. Je trouve quand même que c'est une attitude intrusive, qu'il fasse la démarche vers Enéas parce qu'il voulait savoir si il reviendrait pour Sonia ou pas. Après, tu te dis, voilà une femme, on a l'impression que tous ces hommes sont en train de se la tirer, chacun essaye de faire tout ce qu'il peut pour être avec elle. Finalement, elle est au centre. Enfin, c'est comme dans la jungle, hein, les oui, mâles, exactement ça. Donc, mais j'ai bien aimé à la fin, la scène de la fin. Pour moi, je trouve qu'elle fait preuve de courage et de révolte. C'est un peu comme un geste de révolte, la scène à la fin. C'est pas pour rien. Les gens ça peut être potentiellement vital. Les situations. Victor, il frôle la mort aussi. Hein. Et c'est dangereux. Et en fait, oui, moralement, c'est limite. Mais il essaye d'obtenir que ce soit Sonia qui assume quelque chose. Enfin, je sais pas. C'est vrai. Est-ce que Victor est amoureux de Sonia? Je pense que oui. N'importe qui peut répondre. Ce sont les lecteurs. Je pense que oui. Est-ce que Victor est amoureux de Sonia, vous croyez? Moi, je pense que oui, parce qu'il sait que sa femme est au courant. Il continue quand même. Il risque peut-être son travail parce que vu tout ce que Jean Aka déploie pour Sonia, il ne sait pas jusqu'où il peut aller. Peut-être il peut risquer sa place, son travail ou même des représailles. Ça peut être tout et n'importe quoi. C'est un homme puissant, mais ça ne l'empêche pas de continuer à rôder autour. Moi, je pense qu'il est amoureux. Il va jusqu'à rencontrer Enéas parce qu'il veut savoir est-ce qu'il tient à elle ou pas. Est-ce que c'est un rival en moins? Je pense qu'il est amoureux. Et Sonia, est-ce qu'elle est amoureuse? Oui, elle est amoureuse de qui? Parce que c'est quand même une femme. Moi, je l'adore, cette femme. Hein. Je sais pas s'il n'y avait pas de témoin, si j'étais pas mariée, franchement, je serais Sonia sans complexe. Hein. Oh là là. C'est la liberté. Parce qu'on a quand même une femme qui envisage des relations, on dit comment? Polyamoureuses. Polyamour, hein. C'est l'expression même de la liberté. Hein. Voilà, quand c'est les hommes, on dit c'est des donjons. Voilà. Donc voilà, une femme qui se met en position où elle envisage d'avoir plusieurs garçons, plusieurs hommes. Donc moi je vais vous demander votre ressenti par rapport à ça, par rapport au fait qu'elle envisage justement d'avoir une relation avec Enéas, mais une relation qui n'est pas exclusive. Voilà, donc elle envisage comme ça d'avoir plusieurs hommes dans sa vie et puis elle donne aussi cette liberté finalement à Enéas. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que c'est une, je ne vais pas dire le mot, je vais dire une S? Est-ce que, voilà. C'est compromettant ce que tu poses. Quelle question. Je me suis grillée moi-même, hein, c'est bon. Moi, ce que je peux dire peut-être, c'est que si on enlève World TV.